Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 8 mars. Et pour comprendre comment tourne cette planète en pleine crise des commodities, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera On s'est longtemps battu pour de l'énergie bon marché, on se bat aujourd'hui pour qu'elle soit plus chère. Alors vous le voyez, la matrioshka est le retour. Ouais, il va être question de la Russie. Une Russie qui va donc être boycottée par les États-Unis, qui annonce cesser aujourd'hui ses importations de pétrole russe. Bon, les États-Unis ne risquent pas grand-chose car le pétrole russe, c'est 2% des importations américaines. Allez, ça donne à peu près l'équivalent d'un pétrolier de 250 000 tonnes, sachant que les plus gros font plutôt dans les 400 000 tonnes, et que ces 400 000 barils jour venus de Russie, les États-Unis vont le trouver assez facilement en ouvrant les robinets au Texas, dans le Dakota du Nord et dans l'Alabama, en important un petit peu plus de pétrole du Venezuela. Les Américains en importent le moins possible pour essayer d'asphyxier le régime Maduro. Puis il y a aussi le pétrole de sable bitumineux du Canada, de l'Alberta, une catastrophe écologique, mais qui devient vachement rentable, au-delà de 100 dollars. Or, à l'instant, après l'annonce américaine, nous sommes à, devinez, 129 dollars le baril de Brent, 126 le baril de WTI. Voilà. Donc là, les producteurs de Shell Oil aux États-Unis vont connaître un nouvel âge d'or, et même les Canadiens vont pouvoir recommencer à liquéfier leur sable bitumineux en crachant des fumées noires et en remplissant des bassins d'effluents d'hydrocarbures, burk, mais c'est pas grave, les États-Unis, ils auront leurs 400 000 barils qui leur manquent. Et nous, si on se joint aux sanctions, d'où est-ce que nous allons tirer 500 000 barils par jour pour un pays, par exemple, comme la France, sachant que pour l'ensemble de l'Europe, ce sont 5 millions de barils de pétrole qui pourraient manquer si on décidait de boycotter la Russie. 5 millions de barils pour la Russie, effectivement, ça ne serait pas indolore, parce que la Chine ne va pas en acheter pour 5 millions, et puis d'abord, il n'y a pas assez de pipeline pour transporter ce pétrole, notamment de la Sibérie, 6 ou 7 000 kilomètres à travers la Russie, jusque vers la Chine. Donc oui, pour les Russes, ça va quand même être un sacré manque à gagner. En ce qui concerne le gaz, là, si on arrête également d'importer du gaz russe, le réseau de gazoducs est beaucoup plus dense, et là, la Russie trouvera plus facilement le moyen de l'exporter vers des pays du Sud ou de l'Est. Mais la flambée du pétrole, ce n'est rien, mais rien en proportion de l'envol du nickel aujourd'hui, avec une tonne passée de 42 000 à 86 000 dollars à Londres, et il y a même un contrat futur où on est passé au-delà des 100 000 dollars la tonne. On était à moins de 22 000 dollars il y a 10 jours, et encore on se disait bigre, on est au plus haut historique. Le nickel, on payait plutôt autour de 15 000 dollars la tonne fin 2021. C'est pour vous donner l'échelle. Le prix est tout simplement multiplié par 5 en faisant un rapide calcul. Pour une batterie de 300 kg dans un véhicule électrique, le coût du véhicule vient d'exploser de 50%. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour nos constructeurs automobiles. Bon, alors bien sûr, c'est un paroxysme, ça ne va pas rester à 100 000 dollars, mais imaginons que le prix se normalise même à 40 000 dollars la tonne. Et il faut revoir
tous les calculs de coût de revient des véhicules électriques. Bien sûr, à 100 000 $, on va complètement arrêter le nickel. Il n'y a pas de secret. Bon, enfin voilà où nous en sommes. Comme je le disais dans le titre, les pays se battent généralement pour sécuriser leurs approvisionnements et avoir de l'énergie, des matières premières moins chères. Nous, en Europe, on ne produit rien, on boycotte la Russie, et puis la Russie, réciproquement, va certainement refermer le robinet de gaz et suspendre également ses exportations, aller au hasard, de palladium, de titane, et, je vous le donne en mille, naturellement, de nickel. Donc, l'Europe semble se débrouiller aujourd'hui pour avoir l'énergie et les matières premières les plus chères de l'histoire. Et oui, puisqu'en 2008, le baril valait 145 $, il n'en vaut pour l'instant que 130. Oui, mais à l'époque, l'euro valait 1,60 contre dollar et non pas 1,08. Autrement dit, c'est comme si on payait aujourd'hui ce même pétrole 215 $ en 2008. Et ça change radicalement la donne. Alors, est-ce que les marchés vont faire mouliner leur modèle pour essayer d'évaluer l'impact? Déjà aujourd'hui, Goldman Sachs annonce revoir à la baisse de 3%, oui 3%, ses prévisions de croissance en 2022 en Europe, ce qui signifie qu'il n'y a déjà plus de croissance en Europe. Nous sommes déjà en récession. Mais ce que je vous décris aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas seulement une amorce de récession. Ce que je vous décris là, c'est un scénario qu'on n'a pas connu depuis 1974, le choc pétrolier. Et encore à l'époque, ce n'était pas un choc des commodities. Là, nous avons un choc de tout, y compris le blé, qui bat également un record absolu à 400 $ la tonne. Voilà, ça c'est pour les pays importateurs du sud, du Maghreb. Les émeutes de la faim, on risque de les voir revenir rapidement. Voilà, on a tout gagné avec les sanctions contre la Russie. On va faire exploser notre inflation et on va déstabiliser les pays émergents du Sud. Si cette vidéo vous a plu, bien que le contenu ne soit pas très plaisant, n'hésitez quand même pas à mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour le live des affranchis.